ce rendez-vous culturel, nous nous réjouissons d'avoir parmi nous deux grandes figures qui font battre le cœur artistique du Maroc. Ce pays qui, tout comme plusieurs pays arabes ces dernières années, connaît une effervescence culturelle et une dynamique artistique et littéraire remarquable, de par sa diversité ethno-linguistique, confessionnelle et son héritage civilisationnel pluriel. Le Maroc est riche d'un patrimoine aux différentes influences qui favorisent la création ainsi que l'émergence d'artistes hors normes. Si plusieurs de ces prodiges portent en eux une double culture et ont dû, hélas, faire leurs preuves à l'étranger avant d'avoir la reconnaissance de leur terre d'origine, beaucoup d'entre eux reviennent néanmoins à leur bercail. C'est le choix qu'ont fait nos deux invités, qui quittent à chaque fois les lumières des grandes capitales internationales pour retourner rapidement à Casablanca pour l'un et Marrakech pour l'autre, là où leur inspiration est à son paroxysme et où ils donnent libre cours à leur imagination créatrice. Vous l'avez compris, nous ne pouvons que nous enorgueillir de recevoir aujourd'hui deux des meilleurs ambassadeurs marocains qui, de biennale en festival, charment tous les publics avec leurs œuvres d'exception. S'ils sont là ce soir, c'est pour vous présenter une vision émouvante des attentats qui ont secoué Casablanca le 16 mai 2003. Mahi Bin a choisi les mots cette fois pour nous livrer un récit bouleversant qui retrace le voyage de jeunes du bidonville de Sidi Moumen vers l'horreur. Nabil Riouch, quant à lui, s'arme d'images pour narrer le vécu de ces destins tragiques. Le peintre et romancier ainsi que le réalisateur se sont consacrés à un véritable travail de sociologue pour comprendre le basculement d'une jeunesse désenchantée dans le terrorisme. Mais avant les étoiles de Sidi Moumen et les chevaux de Dieu, Mahi Bin, c'est aussi le peintre marocain le plus exposé au monde et dont les œuvres font partie de la collection permanente du Guggenheim New York depuis 1997. Cet artiste autodidacte a pu représenter le Maroc à la Biennale de Venise en 2010. Non satisfait de manier le pinceau, il s'est tout aussi brillamment joué avec les mots. Le sommeil de l'esclave, Cannibale, Pollen et Terre d'ombre brûlée ont été traduits en plusieurs langues et ont valu à leur auteur de nombreux prix. Mahi Bin pourra, au fil de la soirée, on l'espère, nous parler plus longuement de son dernier livre, Le Seigneur vous le rendra, sorti tout juste le 6 février. Quant à Nabil Riouch, grande figure du cinéma marocain, sa filmographie est remplie d'une série de succès comme en témoigne la notoriété de ses films qui dépassent les frontières nationales. C'est ainsi que, grâce à lui, le Maroc a été convié 2 fois à la cérémonie des Oscars, grande messe du cinéma mondial, en 1997 avec Mektoub, puis en 2000 avec Ali Zawa, Prince de la rue. Après des films comme Whatever the Law Wants et des projets tels que la mise en scène de la cérémonie de clôture du Forum de Davos en 2009, Nabil Riouch s'essaie au film documentaire avec Myland, tentative d'établir un pont entre jeunes Israéliens et Palestiniens. Donc au nom de l'association HEC Monde Arabe, je tenais évidemment à remercier nos deux invités d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir, mais aussi et surtout de les remercier pour leur travail. Donc je leur dis merci de créer, merci de militer à travers vos œuvres, merci de résister dans une société où l'accès à la culture demeure un privilège, merci de surmonter les limites économiques, sociales et religieuses pour nous livrer vos témoignages et vos opinions qui réussissent aujourd'hui à faire avancer le débat dans le monde arabe et à faire reculer les préjugés en Occident. Et pour finir, je reprendrai à ma manière une citation de Francis Blanche qui disait « Ces gens-là sont des non-violents, quand ils entendent parler de revolver, ils sortent leur culture. » Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous prie d'accueillir bien fort Monsieur Nabil Riouch et Monsieur Mahi Bin. De la parole avant la projection, les 2 micros. Monsieur Bin, vous en avez un aussi à disposition. Bonsoir.
Bonsoir et surtout merci pour ce très bel accueil. Merci à HEC de nous accueillir ce soir et merci à l'association HEC Monde Arabe. On se disait avec Mahi dans la voiture qu'on n'avait pas pu rentrer. Non, parce que c'est drôle. Hein. On n'avait pas pu rentrer ici grâce aux études. On n'a même pas essayé d'ailleurs. Et heureusement, on a pu rentrer en saltimbanque grâce au cinéma et grâce à la lecture. C'est peut-être pas plus mal finalement. Vraiment, Oumaima, je voulais vous remercier de tout le cœur et toute l'énergie, et il en a fallu pour avoir organisé cet événement. Elle n'a rien lâché, et c'est vraiment grâce à elle et à l'association qu'on est là ce soir, et pas seulement là, heureux d'être là pour vous montrer ce film, parce que c'est la première fois, en tout cas pour moi, je sais que Mahi a beaucoup tourné aussi avec son roman, mais c'est la première fois qu'on va entendre un point de vue de votre génération sur ce sujet, qui est un sujet évidemment sensible, fondamental. J'ai écouté la fin de votre discours uniquement, mais j'imagine que vous avez parlé de la genèse du film, ces attentats du 16 mai 2003, sauf que là, pour la première fois, au lieu de déshumaniser cette violence, au contraire, on l'incarne, on donne des noms, on donne des visages, et puis on repart surtout à la source de cette violence, dans ce bidonville, d'où sont partis ces jeunes. Donc, évidemment, basculer de l'autre côté du miroir suppose une forme d'empathie, probablement, suppose parfois même plus que d'empathie, d'aimer des personnages, et puis ça génère des sentiments, des réactions diverses. Le livre de Mahi, dans un premier temps, puis maintenant le film, depuis qu'il est sorti, a permis d'ouvrir un véritable débat, là où il est sorti, au Maroc, en Belgique et maintenant en France. J'en suis très heureux et je suis également heureux, après le film, de pouvoir partager, échanger avec vous. Voilà, moi c'est pareil. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de cinéma aussi beau qu'ici au Maroc. Parce qu'il y a une belle salle. Hein. Vous êtes gâtés, là, les jeunes. Bon, je pense on va vous laisser voir le film et après on pourra en parler un petit peu. Mais on est vraiment très content d'être là. Même si ça roulait très mal sur le périph', etc. Mais... Et à tout à l'heure, non? Merci. Merci. Après Cannes, c'est HEC qui fait son stand innovation. Hein, Nabil ? Pardon ? Après Cannes, c'est HEC Paris qui fait son stand innovation. C'est tout aussi agréable, vous savez. J'espère que le film vous a plu, enfin je le crois. Et je prie tous ceux qui veulent participer au débat et poser des questions de lever la main pour que vous puissiez avoir le micro. Oui, c'est vrai que c'est jamais simple hein, de démarrer un débat comme ça après un film. Oui, allez-y. Allô ? En fait, ce film, il m'a beaucoup fait penser à un autre film qui est La Désintégration. Je ne sais pas si vous... Oui, de Philippe Faucon. Pardon ? Oui, Philippe Faucon. Oui, je ne l'ai pas vu, non. Mais il y a en effet... visiblement d'accord, je me demandais justement si vous en étiez inspiré un petit peu pour réaliser ce film, mais apparemment non. Et est-ce que vous n'avez pas peur avec ce genre de film de stigmatiser seulement le mauvais côté de l'islam et d'accentuer un petit peu la peur qu'il peut y avoir autour de ça ? Vous êtes le premier à me dire ça, pas à vous poser la question, parce que beaucoup se sont posé la question, mais à le penser. Si vous le pensez, est-ce que vous le pensez ? Ah non, je le vous pense le pensez pas pas, du tout, d'accord. mais je me demandais surtout pourquoi il y a pas plus de films qui mettraient en avant aussi les bons côtés de l'islam plutôt que... Mais parce que, tout simplement, c'est pas l'islam. À un moment, j'ai été avec le scénariste Jamel Belmahi
tenté par les sirènes de la pédagogie ou du didactisme, en disant on va montrer le bon islam versus le mauvais islam, mais on a tout de suite arrêté parce que c'est pas l'islam, d'une part, et d'autre part parce qu'on pense que le public est intelligent. Et je pense qu'on a eu raison de faire confiance au public, parce que partout où on est allé avec le film dans le monde, on n'a jamais eu, de la part d'un public non musulman, d'interrogation ou de questionnement par rapport à ça. Et je pense aussi que, parce qu'à un moment donné ou à un autre, quand on veut véritablement se faire entendre, quand je dis « on », c'est ce point de vue d'un cinéaste qui vient du monde arabe, on a un devoir de vérité, surtout quand on veut que les films voyagent. Si on veut se passer la brosse à reluire en se disant ben voilà, on va s'auto-glorifier et dire que l'islam c'est une religion formidable, tolérante, etc. Oui, ok, mais est-ce que c'est un discours audible, ça? Non, je pense pas. Parce qu'on sait que l'islam c'est une religion tolérante, mais on doit savoir aussi et on doit comprendre aussi qu'il y a des gens qui utilisent cette religion, qui utilisent ces textes à des fins qui, elles, ne le sont pas. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que dans les films, on va surtout voir cette branche radicale plutôt que... Enfin, je trouve ça un peu dommage, justement, de ne pas nous montrer le vrai islam, finalement, comme vous l'appelez. Mais le vrai islam, il n'a pas besoin de cinéma. Le vrai islam, il est là, il est partout, il s'exprime de différentes manières, par différents biais. Là, le propos du film, c'est pas de parler de l'islam, c'est pas de parler de la religion, encore une fois. Le propos du film, c'est de montrer comment des gamins de 10 ans, et là, on s'éloigne encore plus de la religion à cause de toute une série de mécanismes, c'est pour ça que le film commence comme une chronique, se transforme en bombe humaine. Et finalement, les islamistes radicaux, cette cellule terroriste, à la fin, ils viennent cueillir un fruit qui est presque déjà mûr. Donc c'est pas du tout le propos du film. Bonjour. En fait, vous avez dit que personne dans le monde ne vous a fait la remarque que vient de faire monsieur. Donc, il est le premier, je suis le deuxième. Moi, je trouve encore une fois que ce genre de film ne fait qu'entacher davantage l'image de l'islam. Vous dites que ce n'est pas l'islam que le film représente, heureusement. Mais pourquoi alors vous n'avez pas cherché à équilibrer cette image, ne serait-ce qu'avec un discours tolérant qui... Vous dites que l'islam, dans ce film, vous faites confiance à l'intelligence du public parce que l'islam est un discours de tolérance. J'aimerais bien vous croire. Mais lorsque vous présentez que l'image radicale de l'islam dans le film, vous nous faites qu'enfoncer l'image que se font les autres d'une religion, je dirais, qui prône la violence, qui prône le fait de détester l'autre, de rejeter l'autre. Et je trouve que le film bascule surtout sur le côté radical et non sur l'image tolérante qui est l'essence même de l'islam. Alors pourquoi ne pas équilibrer le discours entre radicalisme et tolérance, qui est vraiment l'âme de l'islam en quelque sorte? Voilà. Parce que c'est, encore une fois, pas le propos du film, l'islam. Parce qu'on ne fait pas des films pour équilibrer des discours. On fait des films, moi je fais des films en tout cas pour exprimer un point de vue, un regard sur le monde, sur une problématique en l'occurrence. Et puis parce que je voudrais qu'à un moment donné ou à un autre, vous fassiez le travail inverse. Demandez-vous véritablement, non pas quelle est l'image que vous pensez que vous renvoyez de vous-même et de la religion musulmane, mais demandez-vous quelle est l'image que les gens perçoivent de cette religion. Pourquoi est-ce qu'on a forcément besoin, quand on parle d'islam, d'équilibre? Si vous Pourquoi est-ce que... Laissez-moi terminer, si vous voulez bien. Je vous en prie. Pourquoi est-ce que, par exemple, quand on voit des films israéliens qui parlent de judaïsme, la religion juive, et qui montrent des gens qui sont fanatiques, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle « Tu ne tueras point », un film israélien. Non. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin de montrer l'angle inverse? Et pourquoi nous, on doit, parce qu'on est musulman et parce qu'il y a un climat d'islamophobie, on doit absolument équilibrer le discours? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en faisant ça, on tend le bâton pour se faire battre. Mais vous parlez de l'image... Parce que du coup, on recentre le débat sur la religion, alors que ce n'est pas un problème de religion, encore une fois. Mais j'ai du mal à saisir cette idée parce que l'âme du film, elle tourne autour de la religion.
J'ai du mal à croire que l'islam n'est pas le socle même du travail que vous avez fait. Et vous parlez de l'image que renvoient les musulmans d'eux-mêmes, mais si vous ne véhiculez que cette image qui est violente, bien vous n'aidez pas à ce que les gens aient une compréhension autre que celle que vous êtes en train de véhiculer. C'est mon point de vue. Non, après, si vous laissez avez la parole à d'autres, mais... oui, ouais. il faut aussi la laisser effectivement à d'autres. Mais si vous avez compris que le film était un film axé sur la religion, c'est que vous n'avez pas bien compris le propos du film. Non, la religion, elle joue la fonction... Non, mais c'est important ce qu'il dit. La religion, il ne faut pas se tromper. La religion, elle joue une fonction de détournement. On détourne un canal, on détourne un destin. D'accord ? La religion aurait pu être remplacée par d'autres textes, aurait pu être remplacée par d'autres idéologies dans ce film. On aurait pu remplacer l'islam par le communisme, on aurait pu remplacer l'islam par le fascisme, on aurait pu remplacer par le sionisme, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ? En l'occurrence, la réalité dans ces événements historiques fait que, à un moment donné ou à un autre, on arrive avec ces textes que certains qualifient d'islam, mais qui ne le sont pas encore une fois, et c'est grâce à ça qu'on détourne. Mais il ne faut pas être complexé par rapport à ça. Mais si, je sens... parce qu'à partir du moment où vous sentez attaqué, vous sentez que l'islam est attaqué, c'est une forme de complexe. Moi, je ne pense pas qu'il faut réagir comme ça. Je pense qu'au contraire... Oui, je vais vous dire. Si ce type de dénonciation ne vient pas du monde arabe, si on continue dans le monde arabe à dire uniquement, à essayer de sortir des films en disant l'islam c'est une religion tolérante, n'oubliez pas, etc., ou des points de vue équilibrés comme vous disiez, ou vous aussi, d'abord on n'est pas audible. Parce qu'aujourd'hui, tous ces gens qui mettent des bombes un peu partout dans le monde, ils le font au nom de l'islam. Donc ils utilisent ces textes qui sont à la base évidemment pas faits pour ça, pour être violents. Donc ça, il y a un souci de crédibilité, déjà, pour commencer. Ça, c'est le facteur majeur. Ensuite, on prend un autre risque, c'est de voir un autre point de vue sur le même sujet qui va vous arriver d'ailleurs dans le monde, par exemple des États-Unis, qui passent leur temps, eux, à décrire ce phénomène sous leur angle de vue, et en l'occurrence celui que je décrivais tout à l'heure dans l'introduction, qui est celui de dire le méchant, c'est le barbu qui est au fond à gauche de l'écran, c'est lui qui pose des bombes. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il s'appelle, à la limite s'il s'appelle Mohamed ou Abdullah, et il va poser des bombes. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Moi, je ne fais pas un film sur la religion, je ne fais pas un film sur Abdullah ou Mohamed le méchant barbu qui pose des bombes, ou Abu Zubair dans le film, je fais un film sur des gamins qui grandissent, certes, dans la misère, terreau-fertile, mais qui ont des problèmes de famille qui ne joue pas son rôle, d'autorité paternelle qui a explosé, d'État qui les a abandonnés, d'école qui n'est plus présente, de micro-traumatismes de la vie, comme le viol de ce gamin au début, qui les façonnent et qui font d'eux des individus, les adultes qui deviennent. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment, ils basculent, et quand ils tuent ce garagiste, on cueille le fruit mûr. Et là, derrière, on ramène la manipulation des textes. Réels, encore une fois, mais ce n'est pas le fondement même du propos du film. Je pense que dans ce cas, il serait bien de rappeler ce que disait le producteur la dernière fois, comme quoi l'islam n'est pas du tout... Enfin, on ne met pas vraiment un zoom sur ce sujet-là, et le terrorisme est utilisé finalement que comme une trame de fond. Et que d'autres sujets en parallèle sont traités, notamment on voit la drogue, la prostitution, et comment dans ce bidonville il y a de nombreux problèmes qui font que ces jeunes-là atterrissent dans ces fléaux-là et dans ces problèmes. Donc finalement le terrorisme n'est pas le seul et l'unique sujet du film. Non, mais ça c'est le propos du producteur, bien sûr. Mais c'est aussi, quand je fais le tour du monde, avec ce film depuis le Festival de Cannes, c'est aussi ce que pensent tous les gens dans les débats dans lesquels j'ai participé. Et puis quand vous regardez, vous scannez un petit peu la revue de presse qu'il y a eu autour du film ici au moment de la sortie, il n'y a pas un journaliste qui a dit « Ah ben voilà, encore une fois, l'islam ». Au contraire. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez un petit peu de distance par rapport au sujet. C'est important. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre film et pour votre ouvrage, Monsieur Bin Bin.
Et je voulais dire au jeune homme qui a posé la question que d'abord, Monsieur Ayouch est cinéaste, donc il n'est pas là pour faire de la propagande, il est là pour montrer une réalité, qui est une réalité dans notre société. Donc les gens sont assez intelligents pour se rendre compte, en fréquentant des musulmans comme nous, qu'on n'est pas tous comme ce qui est montré dans ce film. Et je suis d'accord pour dire, ce film ne représente pas pour moi l'islam, il représente une réalité qui est sociale, qu'on vit, qui existe au Maroc. Et donc, on devrait tous le féliciter d'avoir mis ça à l'écran et de montrer à l'Occident qu'on n'est pas simplement un pays... Enfin, le Maroc n'est pas un pays fait pour le tourisme esthétique, etc., qu'il y a une réalité sociale qu'ils méconnaissent. Et ma question donc, était pour Monsieur Binbin. Je voulais savoir, donc, vous qui êtes artiste peintre et qui avez écrit des ouvrages qui n'avaient aucun rapport avec ça, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre qui traite du terrorisme, alors que quand on connaît votre œuvre artistique et donc de sculpture, vous n'êtes pas forcément amené à écrire un livre sur ça. On a été... Il faut appuyer sur le bouton rouge. Rouge. Alors évidemment, tous les Marocains ont été choqués en 2003, le 16 mai 2003, quand ça a explosé chez nous. C'est-à-dire on pensait qu'au Maroc, on était immunisé contre le terrorisme. On pensait que ça ne nous concernait pas. Il n'y a jamais eu de vraies catastrophes. Et en 2003, ça a explosé et on s'est rendu compte que les 14 jeunes étaient marocains, manipulés par une mafia religieuse qui s'est installée à Sidi Moumen. Sidi Moumen, c'est une espèce de... c'est un cloaque, c'est une chose... C'est-à-dire, les bidonvilles, il y en a un peu partout au Maroc. Mais j'ai voulu aller visiter Sidi Moumen en 2004. J'avais un copain journaliste issu de Sidi Moumen et il m'a emmené pour voir. Et je me suis rendu compte que j'étais pas au Maroc, j'étais dans un autre pays. Vraiment, parce qu'on ne le voit pas quand on passe entre Casa et Rabat, on ne le voit pas Sidi Moumen. Et alors, quand j'ai su que les 14 jeunes sont issus de ce bidonville, je me suis dit, je vais y aller, donc j'y étais. La première image, ça a été des gamins qui jouaient au foot sur une espèce de décharge. Et je me suis dit, voilà, ils vont devenir les héros de mon prochain texte. C'est parti comme ça. Et voilà. Justement, pour tous les deux, une question qui vous concerne un peu tous les deux. En quoi est-ce que ce film est un film qui s'adresse également aux Occidentaux? Pourquoi est-ce que c'est pas qu'un film pour la politique intérieure marocaine, quelque part? Parce qu'on fait depuis longtemps, fort heureusement, plus de films pour un pays. Sinon, quelles seraient les perspectives économiques pour un film qui, vous le savez, j'imagine, coûte très cher, quasi nul. Donc évidemment qu'il y a un lien affectif avec le Maroc parce que c'est une problématique dont la population marocaine a souffert en premier lieu. Mais en tout cas, moi, quand je fais des films, c'est pour le monde. Oui, non, mais en quoi est-ce qu'un public donc non marocain doit se sentir concerné, à part une belle histoire enfin pas une belle histoire en l'occurrence, une histoire tragique qu'il aurait racontée. J'ai l'impression que votre discours est essentiellement orienté vers par exemple, je sais pas, une élite marocaine qui ne fait pas attention en termes de politique intérieure, pas assez attention à des bidonvilles qui sont porteurs de crise, porteurs de terrorisme justement. Le monde entier est concerné par le terrorisme, pas le Maroc. Le monde entier. Partout, maintenant, ça peut exploser dans le métro à Paris, dans le métro à Londres, partout. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu en tout cas faire en écrivant le texte, c'est juste essayer de comprendre comment des gamins, et très souvent on les présente comme des monstres. C'est comment ils peuvent arriver à devenir des bombes humaines. Et j'ai essayé de expliquer un peu le mécanisme, c'est tout.
Le mécanisme, ce sont des gamins qui ne sont pas éduqués, qui vivent dans la crasse, qui vivent dans la misère, qui sont récupérés par une mafia religieuse. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une mafia, ce sont des politiques. Ces extrémistes-là sont des politiques. Ils utilisent l'islam, mais tout ça, c'est tellement évident. Et voilà, donc les responsabilités, c'est plutôt laisser des gamins, c'est-à-dire laisser des bidonvilles exister, cette crasse. Les responsables, c'est évidemment cette élite bourgeoise dont vous parlez et qui sous-paye les gens. Le SMIC au Maroc, c'est 2000 dirhams, disons 160 euros ou 170 euros. Ça, c'est le SMIC officiel. Le SMIC réel, c'est 100 euros. C'est ce que paye ma sœur à sa bonne. C'est-à-dire 100 euros. Donc, il y a une responsabilité de la bourgeoisie qui sous-paye les gens. Et il y a, voilà. Et c'est l'augmenter un peu. Hein? Faut que tu dises à ta sœur de l'augmenter un peu. Oui, je pense. Mais attends, après je te raconterai une histoire. Donc les responsabilités sont là. Et l'intérêt de ce film et du livre, c'est de présenter ces gamins non pas comme des monstres, comme on le montre très souvent dans les films occidentaux, mais dire ils sont aussi victimes que ceux qu'ils ont assassinés. Et je disais tout à l'heure à Nabil, je lui racontais une anecdote. J'étais en train de présenter le roman à Casablanca, et j'avais au premier rang, je sais pas, il y avait 15 nanas c'était une association des parents disparus dans les attentats, les morts, les familles des victimes des attentats de Sidi Moumen. Et j'étais en train de leur expliquer que finalement, le gars qui a tué ton père, ta sœur, ton frère, il n'est pas si responsable que ça. Et je me suis dit, elles vont me faire la peau à la fin du débat. Et puis à un moment, il y a une femme qui s'est levée et elle m'a dit, je comprends ce que vous dites. La garde-robe de mon frère, qui est mort dans ce restaurant que vous avez vu, Casa d'Espagne, toute la garde-robe de mon frère, je l'ai offerte au frère du kamikaze. Et nous avons une association, nous travaillons sur le terrain. Et c'est un peu ça l'essentiel, et du livre, et du film. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas sérieux quand vous dites que vous pensez qu'il y a que les responsables politiques marocains qui sont concernés par la problématique du film, rassurez-moi. D'accord. Parce que sinon, je vais me retourner vers l'administration, là. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier tous les deux, chacun pour son œuvre, chacun pour son œuvre respective, voilà. Franchement, c'est grâce à vous que le Maroc rayonne dans le monde. Merci. Ma question s'adresse à vous, M. Ayouch. Donc, je suis un peu curieux par rapport à votre immersion dans ce milieu, dans le bidonville de Sidi Moumen. Donc, j'aimerais connaître un peu les coulisses, de comment ça s'est passé un petit peu. Est-ce que cet endoctrinement existe toujours, après ces événements-là? Comment vous avez vécu un peu cette expérience? Alors, il y a toujours des cellules terroristes au Maroc qui sont régulièrement arrêtées par les autorités, par les renseignements généraux, démantelées. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est passé, on a dépassé la phase de la mort de Hassan II, la fin des dernières années de règne de Hassan II et l'arrivée sur le trône de Mohamed VI, qui a vu une espèce de flottement où il y a eu une espèce de désengagement de l'État dans ces quartiers populaires, ces bidonvilles, et petit à petit remplacer cette autorité de l'État par la mainmise de ces islamistes. Ça s'est terminé, le coup de semonce, la fin du temps de l'innocence, on pourrait le dire comme ça s'est terminé le 16 mai 2003. Et depuis, il y a une politique sécuritaire qui a repris le dessus. Heureusement pour certains aspects, malheureusement pour d'autres, parce qu'il y a eu des débordements en termes de droits de l'homme, comme vous le savez, qui font qu'aujourd'hui, dans ces bidonvilles, il est impossible que des formes de détournement comme ça de conscience et d'être humain puissent à nouveau réapparaître. Maintenant, ces cellules islamistes dont je vous parlais, terroristes, elles viennent d'autres canaux, et notamment via des camps d'entraînement d'Afghanistan, une espèce d'international terroriste qui s'est mise en place et qui touche malheureusement également le Maroc. Mais plus de cette façon comme c'est décrit dans le film.
Mais il faut dire aussi, cet islam radical a été pendant très longtemps encouragé par le régime. Le régime monarchique, un peu despote, qui a fait le vide autour de lui, c'est-à-dire qui a tué tous les progressistes, tous les rêveurs, tous les gens qui voulaient changer le pays, et il a favorisé un peu cette bête monstrueuse qui est l'islam radical, le salafisme qui est venu d'Arabie Saoudite, qui vient de ces pays-là. Et voilà. Donc il y a une responsabilité certaine de la monarchie dans cette affaire. Et c'est pour ça que quand le printemps arabe est arrivé, il n'y avait plus personne avec qui discuter. Il y avait le vide autour. Quand les dictateurs sont tombés, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les islamistes. Mais c'est parce que c'était la seule force alternative, la seule force organisée. Voilà, donc on va les subir pendant un moment, mais ils sont là, hein. Ils sont là et bien là. Mais ce ne sont pas les enfants du printemps arabe, c'est les enfants de tous ces dictateurs tombés. Et si Hassan II était vivant, on aurait eu un printemps comme les autres. Bonsoir. Alors moi en fait j'aurais deux petites questions par rapport à tout ce qui a été dit. Mon sentiment c'est qu'effectivement l'islam en tant que religion c'est pas vraiment le propos du film. En fait par rapport donc à l'instrumentalisation de l'islam, ma question ce serait comment dans votre travail, que ce soit du travail d'écriture ou du scénario, quelle est la part de fiction et quelle est la part d'enquête qui a été faite dans ce travail. Et ma deuxième question, est-ce qu'il n'aurait pas été aussi intéressant de rattacher ce film à la culture marocaine, c'est-à-dire montrer comment à un moment on a basculé dans l'instrumentalisation de l'islam sans que ça fasse partie de la vision qu'on a de l'islam, que ce soit de celle de nos parents ou de nos grands-parents qui n'ont rien à voir justement avec ce film. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant aussi de rattacher avec cet élément-là? Ça aurait pu être intéressant, ça aurait fait l'objet d'une étude sociologique beaucoup plus profonde, parce que ce que disait Mahi tout à l'heure est tout à fait juste, c'est un islam importé. Tu parlais de salafisme, moi je parlerai de wahhabisme, c'est un islam importé dans les années 70 pour contrer la gauche. Et qui dit islam importé, dit référent, coutume importé, parce que nous, on est évidemment, vous le savez, enfin, pas tous ici, mais sur un rite malékite au Maroc, qui est tout à fait différent. Et donc, tous ces voiles, cette capacité ou cette volonté de se voiler le corps de A à Z, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu, nous, au Maroc. Et c'est quelque chose qui est arrivé bien plus tard. Et là, effectivement, on se retrouve un petit peu démuni face à ça parce que ça a pénétré la société en profondeur. C'est pas le rôle du cinéma, en tout cas, c'était pas le propos du film, que de remonter aux racines, aux sources de cette importation de ce wahhabisme au Maroc. Vous l'avez compris, mais en effet. Ça vient de là et c'est un sujet fondamental, extrêmement intéressant. Pour répondre à votre première partie de question, d'abord, moi je me suis appuyé sur le livre de Mahi. Après, le scénariste Jamel Belmahi, qui a fait l'adaptation, a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'études. Et puis j'ai travaillé aussi avec des sociologues, des anthropologues, des politologues, spécialistes de l'islam radical, spécialistes de la question terroriste, comme Hassan Racher, Mohamed Layadi, Abdallah Rami, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent. Et c'est ce travail et les documents avec lesquels ils m'ont nourri, additionnés à 2 ans de recherche sur le terrain, qui ont permis de véritablement bâtir le propos du film. Bonsoir. Bonsoir. Bon ben les femmes d'abord, alors vas-y. Merci pour ce film également. Enfin, je l'ai trouvé bouleversant personnellement. Je crois savoir que. Mais moi, excusez-moi, pour juste parce que là, du coup, vous m'avez foutu un doute. J'aime pas ça. Enfin, si j'aime le doute, mais en l'occurrence, dans le cas présent, non. Vous, par exemple, vous n'avez rien à voir avec l'islam. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est l'islam?
Non, non, enfin, non. C'est clair. Oui, non, pour moi c'est clair. D'accord. Enfin, en tout cas. Ok. Non, mais quand même, c'est important. Oui. Parce que pour les musulmans, je pense qu'il n'y a pas de doute, mais pour les non-musulmans, c'est important. Et vous, par exemple, monsieur? Non, non, c'est pas l'islam, ça. C'est clair, ok. Je sais pas, après on pourra peut-être faire un sondage sorti des urnes, hein, mais... Allez-y, mademoiselle, pardon. Je crois savoir que les acteurs du film sont des habitants du bidonville. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis le tournage. Enfin, qu'est-ce qu'ils deviennent, je sais pas, est-ce qu'ils sont sortis du bidonville Alors, il y a deux catégories d'acteurs parmi les non-professionnels. D'abord, il faut savoir que tous les rôles principaux sont des non-professionnels. Il y a quelques seconds rôles, le garagiste, le cafetier, qui sont des acteurs de théâtre. Mais sinon, le reste, c'est effectivement, la plupart sont des gamins des bidonvilles de Casablanca, qui entourent Casablanca, et notamment les rôles principaux, les deux frères, et même parmi les enfants. Il y en a un ou deux, notamment le rôle de Hamid, le grand frère adulte, qui a toujours rêvé de faire du cinéma. Depuis qu'il était gamin, il avait fait quelques cours de théâtre en amateur à Sidi Moumen, et pour lui, c'était un rêve, ce film. C'était un rêve parce que c'était l'aboutissement, finalement. En gros, un réalisateur qui arrive et qui lui propose de jouer dans un film, on fait le film, on va à Cannes, sélection officielle, un gamin, comme tous les autres gamins de ce quartier, à qui on n'a jamais donné ne serait-ce que 5 minutes d'attention, d'intérêt, et qui là se retrouve sur un écran, face à la planète entière du cinéma, et qui se dit, ils sont venus pour moi, ils sont venus pour mon travail, ils sont venus reconnaître mon travail. Vous imaginez ? C'est énorme. En même temps, il y a un risque, c'est qu'une fois que les projecteurs s'éteignent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et c'est ça votre question. Je ne suis pas l'assistance sociale. J'ai toujours été très clair avec eux. Je leur ai dit, c'est un film qu'on fait. Et d'ailleurs, c'était la même démarche à l'époque avec Alizawa, un film précédent que j'ai fait avec des enfants de la rue, certains d'entre vous l'ont vu. Je ne veux pas me mettre dans la position du réalisateur qui puisse se sentir coupable. Donc je suis clair avec eux dès le début. Ceux qui ont cette vocation, ce film va vous aider. C'est le cas de Hamid, par exemple. Depuis, il a eu 2 propositions de scénario, un français et un marocain, donc pour jouer dans d'autres films. Ceux qui ne l'ont pas, vous avez une trajectoire. Faites attention, il ne faut pas que vous sortiez des rails. Il ne faut pas que vous sortiez de cette trajectoire. Si vous en avez envie, soyez ouverts à d'autres propositions, mais sachez qu'il y a beaucoup d'acteurs non professionnels qui seront les acteurs d'un film, et ce sera peut-être votre cas. Et là, ils ont une rémunération sur le film, et cette rémunération les aide à continuer dans leur voie. C'est le cas de la majorité d'entre eux. Mécanique, comptabilité, informatique, etc. Non, mais donc ils font des études. Ils font des études, absolument. Maintenant, entre vous et moi, il y en a certains pour qui je suis absolument convaincu qu'ils vont faire carrière, parce que ce n'est pas simplement des acteurs du réel qui ont été capables d'interpréter leur rôle, leur vie, parce que ça ne vous aura pas échappé, ce film est loin d'être un documentaire, il y a une portée dramaturgique assez forte. Ils ont été capables de rentrer dans la peau de personnages qui ne sont pas du tout eux. C'est pas parce qu'ils sont nés à Sidi Moumen et qu'ils habitent à Sidi Moumen qu'ils se sentent proches de ces kamikazes. Non, ils sont rentrés dans leur peau et ils ont avec une vraie intelligence du texte, et ils ont fait un véritable travail d'acteur. Donc je pense qu'il y a une possibilité d'avenir, mais j'ai été très prudent avec eux dans ce domaine, pour certains. Je les ai vus à Marrakech, on avait fait une grande soirée chez moi à la maison pour la sortie, évidemment. Moi j'adore la fête. C'est le spécialiste des grandes soirées, Mahi. Et alors, ces jeunes-là, ils dansaient, ils mangeaient, comme si ça allait se terminer. Mais ils étaient ravis, mais ils étaient heureux. Mais toujours avec cette appréhension, ça va peut-être se terminer cette affaire. Voilà, c'est un peu touchant quand même, je comprends votre question. La différence, c'est qu'ils ont reçu une éducation, ils ont des parents, ils ont une famille, ils ont des bases. Et donc, ils ont la tête sur les épaules. Parce que selon vous, la situation a changé. Aujourd'hui, ils ont plus de ville. Okay. Alors, bonsoir. Ça y est, vous y êtes. Ah, enfin. Alors, moi, c'était une question sur les réactions du film. Alors bon, l'accueil a été favorable aujourd'hui à HEC, mais je voulais savoir si dans d'autres pays, vous avez eu droit à des réactions virulentes, à la censure, ou voire à des menaces. Je sais pas. Dans d'autres... peut-être que dans... Bah, non, mais c'est... Non, il y en a qu'un qui m'a presque menacé jusqu'à présent, c'est lui, là.
C'est vrai, mais il est parti. Il m'attend peut-être à la sortie d'ailleurs. Jusqu'à la sortie du campus. Ouais. Mais c'est la 206 là qui me ramène. Elle n'est pas blindée, hein. Non. Non. Aucune menace. Et puis, vous savez, moi, j'aime pas me laisser guider par la peur. Avant même la réalisation du film, beaucoup de gens m'ont dit « Mais tu vas faire un film sur ce sujet, il y a des risques d'amalgame, tu crois pas que... » Non, il n'y a pas de risque d'amalgame. En tout cas, il y aura des risques d'amalgame pour ceux qui y croient. Le film a été vu par des salafistes, oui. Le film a été vu par des laïcs. Le film a été vu par des publics du monde entier. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de réaction violente autour du film. Il y a eu des débats, et je m'amuse. C'est riche, c'est contradictoire, et c'est important, c'est nécessaire, votre question. Mais il n'y a jamais eu de réaction exacerbée, et bien évidemment que j'ai jamais, jusqu'à présent, reçu de menaces. Et même s'il y en avait, il faudrait vraiment qu'elles soient fortes pour que je les entende, parce que c'est pas du tout mon mécanisme. Non, ça n'a été censuré nulle part, non plus. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas répondu jusqu'au bout à votre question. Il est passé en Tunisie, il est passé au Qatar, où est-ce qu'il est passé ailleurs dans le monde arabe, je sais plus où, il repasse en Égypte bientôt. Enfin, il y a eu aucune censure dans le monde arabe, nulle part sur ce film. Au contraire, il y a beaucoup de demandes. Liban. Bonsoir messieurs. D'abord bravo pour le film. Moi je suis pas marocain, je suis pas musulman non plus. Pourtant j'ai été très touché par le film. Je le trouve très bien ficelé. Je trouve ça courageux de votre part aussi de faire une histoire pareille. Vous avez parlé tout à l'heure du printemps arabe et ma question est plus politique. En fait je me demande comment vous percevez la montée des partis islamistes en Égypte par exemple, en Tunisie après les révolutions qu'on a vues. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle justement, notamment avec ce film, vis-à-vis de ces pays, quoi, de ce qui se passe socialement dans ces pays? Oui, on passe notre temps à faire la guerre, avec des livres, avec des films, avec... juste on leur dit utilisez les mêmes armes que nous. Voilà, mais on sait d'où ils viennent. Ils viennent de tous, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils viennent de tous ces dictateurs qui ont un peu fait le vide. Et ça, c'est un peu l'objet de mon nouveau roman. Nouveau roman, c'est un enfant... Pas là pour faire la promo de ton nouveau roman. Non, mais je... Non, je te vois venir, là. Non, mais le nouveau roman, c'est un bébé qu'on empêche de grandir. C'est-à-dire, ce sont des sociétés qu'on a infantilisées. On nous a empêchés de grandir. On a décidé pour nous. On a organisé notre vie. Et voilà, à un moment, ça a explosé. Ça a donné les printemps. Mais quand on a viré les dictateurs, il n'y avait en face personne d'autre. Les progressistes, les rêveurs, tout ça avait disparu, corrompu, emprisonné, tout ce qu'on voudra. Mais ils n'étaient pas là. Il n'y avait personne. C'est-à-dire, voilà. Et on va les avoir pendant un temps. Moi, je suis très, très, très optimiste. Hein, en Tunisie, on commence déjà à le voir. Ça s'effondre. Ils n'ont pas d'expérience. Ils ne prônent pas l'amour. Voilà, donc ça va s'effondrer. Et moi, je pense qu'on les aura pendant, une dizaine d'années, 10, 15 ans. C'est rien. À l'échelle de l'histoire, c'est rien. Voilà, la Révolution française, combien on a dit tout à l'heure, 100 ans. C'est après 100 ans que la démocratie a commencé à s'installer. Donc si on doit avoir les islamistes pendant un temps, ben on les gérera, on se battra. Voilà. Si les arts, cinéma, littérature ne devaient servir qu'à ça, dénoncer, montrer, exprimer un point de vue sur le monde, parce que c'est finalement le seul devoir d'un artiste, de dire ce qu'il pense, ben déjà, ce serait suffisant, selon moi. Bien sûr que ça a ce rôle. Moi, je partage tout à fait l'avis de Mahi. Quand on met des gens sous un couvercle, sous une cocotte minute, quand on les étouffe, quand on les empêche de s'exprimer, quand on les diabolise pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand le jour où on enlève le couvercle, ça donne ce que ça donne maintenant. C'est-à-dire des gens qui, aveuglement, vont voter pour eux. Mais une fois qu'ils sont élus, ils ne sont plus jugés sur une idéologie,
ils ne sont plus jugés sur une opposition, ils sont jugés sur leur capacité à gouverner. Et là, c'est le ventre qui vote. Donc dans 5 ans, c'est les ventres, les millions de ventres égyptiens qui vont voter, et qui vont voter en fonction des résultats de ce qu'ils auront fait dans le mode de gouvernance pendant 5 ans dans ce pays. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous féliciter encore pour ce film, j'ai trouvé aussi très touchant. Pour revenir sur la question qui avait été posée tout au départ, je suis tout à fait d'accord avec ce que beaucoup d'autres ont dit, c'est-à-dire que pour moi, ça ne représente pas du tout l'islam, et ça représente bien une manipulation de la religion à des fins politiques. Mais j'avais vraiment une question à vous poser au sujet de la responsabilité, parce que j'ai eu une petite impression en voyant le film qu'il y avait comme un déterminisme dans la manière dont, par exemple, des jeunes de ce bidonville de Casablanca étaient amenés à devenir terroristes. C'est-à-dire que pour moi, le film donne l'impression qu'une fois que tous les éléments sont réunis, il n'y a plus de place pour le libre arbitre, et même on le voit bien quand Hamid essaye de retenir son frère et de lui dire « non, ne viens pas, ne te fais pas sauter », il n'y arrive pas, et finalement il le fait avec lui. Et donc, où est-ce que vous placez le curseur entre la détermination, c'est-à-dire le fait que les conditions initiales soient tout à fait réunies pour produire ce terrorisme, et la liberté des individus qui est quand même très faible? C'est une excellente question. Exactement entre les deux. Entre cette capacité, effectivement, à un moment, à dire stop, à prendre en main son destin, et de dire oui, il y a ce facteur, ce facteur, ce facteur, ce facteur, et tout ça additionné, effectivement, ça nous met sur ces rails-là. Et puis, à un moment, parce qu'on est pris dans un tourbillon, et puis parce qu'on est pris par un destin individuel, je pense que même avec ce facteur, plus ce facteur, plus ce facteur, d'autres que eux, qui étaient dans le même bidonville de Sidi Moumen à l'époque, n'y sont pas allés. Mais c'est une question aussi de hasard et de rencontre. C'est pour ça qu'il y a le meurtre du garagiste. Ben oui, parce que s'il n'y avait pas eu le meurtre du garagiste, on se serait arrêté à tous les facteurs qu'on a cités, qu'on a montrés dans la première partie, qui est la partie chronique du film, avant de basculer dans la fresque. Et il n'y aurait pas eu le saut. Et là, ils n'auraient pas basculé, bien sûr. C'est non seulement le meurtre du garagiste, mais c'est aussi l'inversion de la relation entre les deux frères, entre Yachin et Hamid, parce que toute la dramaturgie du film, elle est basée sur cette relation entre les deux frères. De dominant à dominé au début, donc de référent, de modèle. Ensuite, quand Hamid rentre en prison, Yachin est perdu, et puis quand il ressort, vous l'avez vite compris, il y a un rapport de rivalité entre les deux, et c'est là-dessus qu'ils vont jouer. Donc, il y a d'autres facteurs qui sont exogènes, je dirais, à ces facteurs déterminants, tels que la misère sociale, la misère économique qui sert de terreau, et là-dessus l'absence de l'école, la famille qui ne joue pas son rôle, l'abandon de l'État, etc., qui sont des facteurs tout à fait individuels, plus les micro-traumatismes de la vie, et qui sont eux aussi bien évidemment tout à fait inhérents à chaque individu, et qui nous construisent différemment de quelqu'un qui aurait par exemple pas subi ce viol de la part de Hamid, qui aurait appris à aimer, à donner de l'amour, à en recevoir, qui aurait grandi dans un espace où il y aurait eu place pour l'intimité, etc., etc. Donc ça veut dire que pour vous... ça veut dire que pour moi, les bidonvilles ne sont pas des nids à kamikazes. Voilà ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Bonsoir. Ma première question, c'est pour vous. Pendant tout le film, on vit l'histoire de ces gamins qui vont se transformer en terroristes, et on le sait dès le début. Et cette immersion, en quelque sorte, est bouleversante. Mais en même temps, on se sent incapable de faire quelque chose. Il n'y a pas cet aspect action, comme si on ne pouvait rien faire pour empêcher ce qui va arriver. Pourquoi nous avoir privés un peu d'un petit peu d'optimisme, un petit peu d'action? Mais bien sûr qu'on peut faire. Quand vous dites on, c'est un on collectif? La société? Non. C'est qui? Non, définissez ce on. Non, mais pendant tout le film, on voit que ça se passe, oui. Et comme si on n'avait pas de contrôle sur ce qui se passait, comme si on pouvait rien faire. Ah, le film fonctionne en entonnoir, mais ça, c'est la construction dramaturgique du film, qui veut cet entonnoir. Mais qu'est-ce qu'il dit, le film?
En gros, hein, pour simplifier, il dit que si on ne refait pas les mêmes bêtises que dans les capitales des grandes villes européennes, dans les années 50, 60, quand on a rasé des bidonvilles et construit des grandes tours HLM, j'en sais quelque chose, j'ai grandi à Sarcelles, des grandes tours HLM, sans mettre du lien identitaire, sans mettre du lien social, sans mettre de la culture, sans mettre des théâtres, sans mettre des cinémas, sans mettre des lieux d'expression artistique, on s'expose à ça. Donc le film, il dit, faites votre boulot, tous. Partout où vous êtes, dans le monde, pas seulement au Maroc. Citoyens, État, société civile, il y a une nécessité absolue, profonde, de recréer du lien social. On est en train de parler de vivre ensemble. C'est ça, le sujet. C'est de reconnecter des pans entiers de la société qui ont été déconnectés. Déconnectés en termes d'infrastructure, de transport, et déconnecté également en termes, ne serait-ce que d'appréhension de ce que c'est que la citoyenneté, ce que c'est qu'appartenir à un même grand ensemble qui s'appelle une nation. Parce que dans ces endroits-là, à cause du mépris, il y a ce sentiment d'être exclu, d'être mis à la marge, tout simplement. Et là, c'est à nous de savoir ce qu'on veut pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Est-ce qu'on pense qu'on peut continuer à avancer avec 2 vitesses? Moi, je ne crois pas. Bonsoir. Je vous remercie, Monsieur Ayouch, pour votre présence. Donc, moi, j'aimerais bien discuter le point de vue d'un Marocain qui va regarder le film, d'un point de vue marocain. Donc, imaginons un Marocain, donc il est musulman, il connaît l'histoire donc des attentats du 16 mars 2003. Donc, il connaît du 16 mai, désolé, du 16 mai 2003. Donc, il connaît l'histoire, qui connaît que ce sont des kamikazes. Donc que c'est à cause de la pauvreté et des problèmes sociaux. Donc ces jeunes gamins ils se sont transformés en kamikazes. Et donc aussi qu'il y a un certain point de vue sur sa religion, donc l'islam. Donc vous, a priori, vous êtes donc musulman et marocain qui connaît aussi l'histoire des attentats. Donc vous avez imaginé comment ces gamins se sont transformés en kamikazes à travers la religion l'islam, d'accord? Donc, ce transfert-là, donc chaque Marocain, il peut donc l'imaginer d'une façon ou d'une autre. Vous, à travers donc votre image que vous avez présentée à travers ce film, quel message vous voulez vraiment véhiculer? C'est ça la question, c'est très simple. Quel message vous voulez véhiculer à travers juste le passage entre gamin et kamikaze à travers l'islam? Merci. Juste, excuse-moi, on m'entend? Juste parce que ma question va juste un petit peu rejoindre la question du jeune homme, donc est-ce que je peux? Enfin, voilà, vous avez très bien dit que votre film ne sert pas à faire l'apologie de l'islam, ni théologie, ni rien du tout, ça je comprends bien. Vous n'êtes pas sans savoir que, aujourd'hui, notre religion, personnellement, l'islam souffre d'une image, dirais-je, péjorative. On n'allume pas la télé sans entendre le mot djihadiste, terroriste, etc. Toujours au mot islam, toujours. L'islam souffre aujourd'hui d'un manque de communication, ou une visibilité pour expliquer que c'est une bonne religion. Même nous, on commence à dire et à utiliser des termes comme islam radical. Pour moi, il n'y a pas d'islam radical, il y a une seule religion, avec un seul livre, sans rentrer dans les détails. Un seul islam et un islam détourné, au lieu de dire un islam radical. Parce que quand on dit un islam radical, on dit que c'est un islam. C'est une sorte d'avouer, de légitimiser ces actes, si je puis dire. Moi je dis que vous êtes en quelque sorte un peu obligé de défendre l'islam, à moindre mesure. C'est très difficile au jour d'aujourd'hui à la communauté musulmane donc, de défendre sa religion, de dire notre religion est une religion de tolérance, etc. Comme tout le monde le sait. Pour moi, votre film s'adresse à un public averti. Ces gens ici à qui vous avez posé la question, est-ce que pour vous, ceci est l'islam? Ces gens sont d'un certain niveau culturel, ayant fréquenté des gens de communautés issues du monde arabe, etc., musulmans, qui donnent une bonne image. Mais la première partie qui explique les raisons sociales qui ont amené ces jeunes à devenir un fruit mature, comme vous les avez appelés, elle a été très bien présentée, qui reflète malheureusement la triste réalité, et qui est monnaie courante au Maroc, même une grande partie. Mais là, pour moi, c'est vraiment la deuxième partie qui me chagrine un peu.
pour vous, à quel moment vous avez montré que c'est un endoctrinement sans fondement, que ça n'a rien à voir avec l'islam, enfin, le message qu'a véhiculé ce Abou je ne sais quoi, ce barbu, n'est pas l'islam. Quand je regarde, enfin, pour moi c'était vraiment un enchaînement très logique. Certes, ces jeunes gens ont souffert, etc., étaient des fruits mûrs, je reprends vos termes, mais la phase où vous avez traité de l'endoctrinement était elle aussi enchaînée. Prière, des paroles, mais est-ce qu'on comprend que ces paroles ne sont pas vraiment... n'ont aucune relation avec l'islam? Pour moi, c'est cette... Voilà. Est-ce que pour vous... Je crois que j'ai compris la question. Je vais vous épargner un peu de salive. Je ne suis pas faqih ni alim. Et je ne suis pas là pour expliquer l'islam. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma fonction. Moi, je suis cinéaste. Il y a des gens qui font ça très bien, dans les mosquées, à la télé, qui passent leur temps, de manière extrêmement pédagogique, à dire, voilà, l'islam, c'est ça. Enfin, des fois, ils font ça très bien, d'ailleurs, des fois, ils font ça moins bien. En tout cas, il y a des gens qui font ça très bien. Mais ça, c'est leur rôle, c'est leur fonction, ils sont payés pour ça, et puis surtout, ils sont formés pour ça. Moi, c'est pas mon rôle, et c'est pour ça que j'ai dit, je ne fais pas un film sur l'islam. Je fais un film sur 5 gamins dans des bidonvilles qui se transforment en bombes humaines. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur, que j'avais imaginé, donc, ces gamins qui, manipulés par les textes, se transforment en terroristes. Mais c'est pas moi qui ai imaginé. Non seulement j'ai pas imaginé, mais j'ai pas fait les attentats du 16 mai 2003. Donc c'est la réalité des faits, tels qu'ils se sont passés, tels qu'ils sont avérés, que vous avez vus sur l'écran aujourd'hui. C'est rien d'autre que la réalité. Alors, cette réalité, elle peut vous déplaire, c'est possible, mais ça reste une réalité. Du coup, que dois-je retenir du film? Dois-je retenir que dans le Maroc, il y a une misère sociale? Ou dois-je retenir qu'il y a... Enfin, sur quelle partie... Enfin, ah, mais que dois-je... Enfin, je veux pas... C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez retenir. J'imagine bien. Je fais pas des films à message, je fais des films pour exprimer des mots, des idées, des points de vue. Et quand vous me demandez de vous dire en gros de quoi parle le film ou quel point de vue le film, je sais plus exactement comment vous avez formulé votre question, je viens de le faire pendant une demi-heure. Et puis non seulement je viens de le faire, mais ça a été discuté et débattu de quoi parle le film. Donc encore une fois, ne recentrons pas le débat sur la religion. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans le monde et je ne suis pas responsable de la manière dont cette religion est manipulée. La seule question qu'on pourrait se poser, et qui aurait, selon moi, qui ferait sens, c'est est-ce que, quelque part, je fais quelque chose de bien ou pas, en montrant cette réalité? Ça oui, parce que c'est une réalité, ça c'est un fait indiscutable. Est-ce que c'est bien ou pas d'en faire un film? Ça, vous pouvez me poser la question. Et moi, je vous répondrai oui, je pense que c'est bien. Et non seulement je vous répondrai oui, je pense que c'est bien, mais je vous répondrai oui, je pense que c'est bien, et que ça fait du bien à l'islam. Donc vous voyez, j'irai vraiment en sens inverse. Et d'ailleurs, pour corroborer ce que je vous disais tout à l'heure et infirmer ce que vous dites, c'est pas simplement des gens éduqués, un certain public qui pensent ça. Pas du tout. Des gens, vous savez, le film il est sorti au Maroc depuis 15 jours, dans des salles très populaires. Moi j'ai accompagné le film dans le Maroc entier et j'ai fait des salles très populaires à Tétouan, à Tanger, ailleurs. Il y avait des femmes voilées. Il y avait des hommes pratiquants, mais pas un ne m'a dit ça. Pas une personne ne m'a dit ça. Donc je pense que vraiment on se trompe de débat et on se trompe en plus de combat. Enfin, vous... je pense que, désolé, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Je suis désolée, il est déjà très tard. S'il vous plaît, on essaie de faire poser des questions à maximum de personnes. Deux dernières questions, il y a une main qui se lève derrière depuis 1 heure. Donc on suivra le débat autour d'un cocktail avec les membres de l'association. Merci. Smeril, tu peux passer la parole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, monsieur le scénariste, que ces islamistes arrivaient fraîchement au pouvoir et qu'on n'en allait avoir que pour une toute petite période et qu'après, on allait avoir autre chose. Ça supposerait que ces islamistes sont capables de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre dans le cadre d'un processus démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de ce que vous voyez en Tunisie, en Égypte, pour ne citer que ces 2 exemples, vous pensez que des partis comme les Frères musulmans ou Ennahda sont capables de céder le trône, en quelque sorte, à quelqu'un d'autre d'ici 5 ans? Ou est-ce qu'on va se retrouver dans un nouveau scénario à la Ben Ali ou Non, mais ce qu'on a appris, on a eu des dictatures pendant plusieurs décennies, mais c'est la première fois qu'on s'en rend compte qu'on peut se mettre debout
et de virer un pouvoir installé. Là, on sait maintenant qu'on est capable. Alors, je ne pense plus qu'il puisse y avoir un retour en arrière. C'est impossible. Nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Ça va prendre un temps, mais on le voit là, en Tunisie, ce qui se passe ces jours-ci. On le voit un peu en Égypte. Les gens, maintenant, se sont rendus compte qu'ils peuvent sortir dans la rue. C'est génial. On peut se tenir debout. On n'est pas condamné à... Parce qu'on s'habitue. Quand on vit dans des dictatures, on s'habitue à vivre à genoux. Et là, on s'est rendu compte que, on peut se mettre debout. On peut virer un dictateur, voilà. On peut virer un despote. On peut changer les choses. Et donc, c'est, à mon sens, irréversible. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Les Tunisiens sont des survivants, sont des résistants. C'est des années et des années et des décennies de lutte. Il y en a d'ailleurs au Maroc, il y en a partout dans le monde arabe, qui ont amené ces peuples à se révolter. Croyez pas que le printemps arabe, il s'est fait en un an. Non, il y a des opposants à ces régimes qui étaient un peu partout dans le monde, disséminés, et il y a une culture de la résistance et du droit de l'hommisme qui s'est développée et qui a abouti à ce printemps arabe. Est-ce que vous croyez franchement, monsieur, qu'ils vont se laisser prendre par une OPA de ce pouvoir, par le pouvoir islamiste en place, dans 5 ans, dans 10 ans? Jamais de la vie. Et s'il le faut, comme ils sont en train de le faire, ils vont redescendre dans la rue. Si jamais il y a un coup d'État, ce qui est loin d'être le cas en Tunisie. En Tunisie, il y a des débats, il y a des discussions houleuses, mais ce n'est pas un coup d'État. Mais ils descendront dans la rue et ils les dégommeront à nouveau. Et pourquoi ça a commencé en Tunisie? Parce que c'est dans le monde arabe, c'est le peuple le plus alphabétisé. Le taux d'alphabétisation en Tunisie, c'est 90%, quelque chose comme ça. Ça a été suivi par les Égyptiens, l'autre peuple le plus alphabétisé. Au Maroc, on est à 50% d'alphabétisation, donc notre révolution a été soft. Mais c'est parce qu'il y a eu des ouvertures un peu plus tôt. Oui, non, c'est ça. Moi, je veux quand même apporter mon bémol. Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord. Pour moi, le fait que ça n'ait pas basculé au Maroc, c'est pas simplement qu'on ait 50% d'analphabètes. Non, c'est qu'il y a une vraie relation d'amour du peuple pour son roi, véritable. Et puis, il y a des réformes qui ont été engagées depuis maintenant 10 ans, 15 ans, des vraies réformes, alors qu'elle n'est pas assez vite. Et de ce fait, les mouvements sociaux qu'il y a eu en 2011 ont permis d'accélérer ces réformes, et ça c'est très salutaire. Mais enfin, la situation, elle est quand même différente, et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir le monde arabe comme un seul ensemble monobloc. Il y a des différences très profondes entre le Maroc, la Tunisie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, comme il y en a entre la France, l'Angleterre, la Finlande et l'Espagne. La dernière question. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Vous avez cité le cas des révolutions arabes et de la montée des islamistes dans le monde arabe, notamment en Tunisie et en Égypte. Pourriez-vous nous faire le lien entre l'islam qu'on a vu dans votre film et l'islam des régions de ces nouveaux pays, qui est la Tunisie et l'Égypte? Et pourquoi il faut en avoir peur et pourquoi vous espérez qu'elle ne résiste pas, puisqu'une dizaine d'années que vous vous êtes déclaré en combat continu contre eux? Deuxième point, je vous rappelle que 80% des Tunisiens sont éduqués, et les gens qu'ils ont choisis, les islamistes en Tunisie, ce sont des gens bien éduqués. Parmi eux, il y a des professeurs des universités dans le monde entier, des ingénieurs, des cadres. Ils sont bien conscients que leur liberté, leur dignité, ils l'ont trouvée, ils vont la retrouver dans ces musulmans qui leur dirigent, parce que je ne les appelle pas islamistes, et je ne connais pas la définition des mots islamistes. Troisième point, il est regrettable de voir cette image de l'islam que vous véhiculez à travers votre film, parce que je ne pense pas que vous allez être présent dans tous les salles de cinéma à travers le monde pour leur expliquer que en fait c'est pas l'image de l'islam qu'on souhaite véhiculer par notre film. Donc les gens à travers le monde n'auront pas la chance
de rencontrer des imams, de fréquenter des bons musulmans, ou bien de voir des émissions à la télé qui leur expliquent ce que c'est l'islam. Donc ils vont le comprendre premièrement à travers votre film. Bah alors il faut espérer que le film ait le moins de succès possible. Je n'espère rien du tout, mais juste ce sont des remarques et des questions que je vous pose. J'ai pas compris votre question, je suis désolé. Alors, en tout cas, vous avez posé une première partie de questions sur les pouvoirs en place, et j'ai pas du tout compris ce que vous posiez comme question. J'ai senti que vous faites le lien entre les musulmans qu'on a vus dans votre film et les musulmans qui dirigent les nouveaux pays arabes. Pas du tout. Pas du tout. Vous parlez des pouvoirs en place en Tunisie et en Égypte, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas du tout. Non, non. Ceux que vous appelez les musulmans du film, si vous parlez des idéologues et des endoctrinologues, pour moi, c'est des terroristes. Ceux qui dirigent la Tunisie et l'Égypte, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ce n'est pas des terroristes. C'est effectivement des partis politiques à référentiel religieux. Il y a une énorme différence. Bon. J'aurais une dernière question. Bon, ok. D'abord, je voudrais vous remercier donc aussi bien M. Nabil Ayouch que M. Mahi Benbin pour vos ouvrages respectifs. Et je voudrais vous dire que j'ai trouvé personnellement le film vraiment bouleversant parce que je trouve qu'il intéresse non seulement vraiment tout le monde, parce que le terrorisme, c'est quelque chose qui est universel, qui existe partout. Donc je ne suis pas d'accord avec la personne qui a posé la question tout à l'heure. Mais surtout, il nous touche, nous en particulier, en tant que Marocains, et faisant partie justement de ce monde au-delà des bidonvilles, justement, qui est décrit, qu'on voit rapidement dans le film. Et je trouve que justement, ça nous fait prendre conscience qu'on est autant le fruit d'un déterminisme qu'eux, et que justement, on ne communique pas du tout. Et on voit bien, à travers la phrase d'un des personnages, ce qu'il dit, s'ils sont riches, c'est qu'ils ont pillé notre argent, qu'ils sont tous des voleurs. Et donc justement, on voit bien là qu'il y a des préjugés aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et donc, donc j'aurais deux questions. Alors la première, c'est par rapport justement au fait que vous avez travaillé avec des gens qui ne sont pas des acteurs à l'origine. Donc ça a été enrichissant et donc ça donne une véracité au film qui est assez poignante. Mais est-ce que ça n'a pas été difficile aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réticence lorsque on a dit à ces gens, voilà, on va dévoiler votre réalité, votre quotidien? Et ma deuxième question, ce serait plus sur la forme. Donc j'ai beaucoup apprécié votre autre film, donc Myland, qui est plus un documentaire, donc qui travaille sur la mémoire, donc la transmission de la mémoire. Et donc pourquoi justement un film, pourquoi pas un documentaire? Donc certes, il y a l'œuvre de Benbin qui vous a influencé, mais est-ce que vous aviez décidé de parler de ce film et de parler de ce sujet sous la forme d'un film au préalable ou pas? Voilà. J'ai commencé par faire un documentaire sur les familles des victimes du 16 mai 2003. Ceux qui sont morts, qui ont perdu un proche, ceux qui étaient blessés, qui étaient présents ce jour-là et qui ont été blessés, pour écouter leur souffrance brute, sans fioriture. Je suis sorti de cette aventure avec un petit goût d'inachevé. J'avais du mal à mettre des mots, à l'expliquer. Et il m'a fallu 5 ans pour comprendre que dans cette histoire, les victimes, elles étaient des deux côtés. Et que des gamins de 20 ans qu'on endoctrine, dont on lave le cerveau et qu'on envoie se faire tuer au milieu d'innocents, pour moi, c'est aussi des victimes. Et j'ai eu envie de revenir à l'autre point de vue, de l'autre côté du miroir, sous le prisme de la fiction, à travers le roman de Mahi, pour la force des personnages. Parce que je pense que c'est la force dramaturgique des personnages qui porte l'histoire. Et c'est là où la fiction remplit sa fonction, qui est une fonction tout à fait différente du documentaire. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, bien sûr que c'est pas facile de tourner avec des comédiens non professionnels qui apparaissent pour la première fois à l'écran. En même temps, c'est pas forcément plus difficile que de tourner avec des comédiens professionnels, c'est juste un travail qui est différent. Il faut leur apprendre à être aussi naturels à l'écran qu'ils le sont dans la vie. Et pour ça, j'ai travaillé beaucoup en improvisation avec eux, autour du texte, pas sur le texte lui-même, pour pas les essouffler, pour pas qu'ils perdent leur fraîcheur. Donc ce que j'ai voulu, c'est au contraire les amener à se révéler, d'une certaine manière. Donc se révéler, ça veut dire, en gros, soyez un arbre, soyez une rose.
éveillez-vous au monde. Des méthodes qu'on voit par ailleurs, d'ailleurs, pour ceux qui font du théâtre, c'est classiquement dans l'acteur studio, et qui va les obliger à aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes cette part de vérité. Et c'est cette part de vérité, ce vécu que je vais chercher et qui m'intéresse dans ce film. Encore une fois, encore faut-il qu'ils soient aussi capables de l'être à l'écran qu'ils le sont dans la vie, et c'est tout le travail qui a été fait. Je pense Merci beaucoup à toutes et à tous. Parce que je vous regarde, vous applaudissez timidement ou pas? Pour toutes celles et tous ceux qui, malgré tout, ont aimé le film, il est sorti aujourd'hui dans toute la France. Donc faites jouer de votre réseau, parce que c'est au début que ça se passe. C'est sauvage, la distribution et l'exploitation. Donc parlez-en autour de vous au maximum. Merci beaucoup à vous tous, à HEC et à HEC Monde Arabe.